Bon, vous voyez, on retrouve Ulrich. Alors, je m'entretenais avec elle il y a quelques secondes. Il faisait sombre en Autriche et tout à coup, l'émission commence et le soleil revient avec le sourire d'Ulrich. Merci, merci. Bonjour à tous. On va parler de Davos aujourd'hui puisque, en fait, le hasard de l'histoire fait que le sommet de Davos a lieu en même temps que l'intronisation et les premiers pas de Donald Trump. Mhm. Et en fait, les prestations de Trump éclipsent Davos. Et pourtant, les deux événements sont évidemment d'inégale importance, mais se font un peu en miroir et se renvoient la balle, comme on dit. Mais avant de parler de ça, tu me signalais une actualité importante dans l'empire des Habsbourg. Et tu vas nous expliquer très rapidement, on va prendre 3 ou 4 minutes pour que tu nous expliques l'affaire Banco. Je rappelle que le Banco en France, c'est Benko, un Benco, c'est voilà, ça, Benco, Benka. ça n'a rien à voir avec le petit déjeuner Benco, bien connu des Français qui ont regardé le film. Ah non, 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 non. Alors, Non, c'est René Benko. C'est un homme d'affaires d'Autriche. Et non, on l'a arrêté aujourd'hui, le matin, dans sa maison à Innsbruck, en Tyrol. Et pourquoi je trouve que c'est une nouvelle? C'est une nouvelle parce que c'est un signal que les élites occidentales voient approcher leur fin. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Benko disposait d'excellents réseaux politiques. dis-nous en quoi consistaient ces affaires, qu'on comprenne, parce que là, tu Oui, nous oui, parles oui, d'un bien homme qui a sûr. des réseaux, mais Alors, c'était quoi son Monsieur, importance? Monsieur Benko est un homme d'affaires, comme on dit en anglais, un self-made man. Et il a toujours fait ses affaires avec des immobiliers. Euh, il y a un an ou un peu plus, on a connu la nouvelle que c'était la plus grande faillite dans l'histoire d'économie d'Autriche. Mais ça se passe non seulement en Autriche, mais aussi en Allemagne et en Suisse, parce que c'était les pays où Monsieur Benko a fait ses affaires avec des immobiliers. Je vais dans quelques mots expliquer ce style d'affaires, parce que il faut dire, ce sont des spéculants. Ce sont des spéculants et ils travaillent et ils gagnent de l'argent avec l'aide, avec le soutenu de la politique en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours acheté des immobiliers de pacotille. C'est-à-dire, dans les villes, etc., il y a toujours des immobiliers de pacotille. Et il n'a presque rien payé pour tout ça. Après ça, il a développé des projets merveilleux. Et il a eu le soutien de la politique. On a discuté ça avec les médias, etc., etc. Et maintenant, il faut demander à toi parce que je ne sais pas si en France c'est la même chose qu'ici en Autriche, en Allemagne et en Suisse, parce que chez nous, l'affectation d'un terrain à des fins précises, c'est bien important. Je ne sais pas si c'est la même chose en Oui, France. oui. Enfin, ça dépend du terrain, ça dépend du contexte, mais généralement, si on achète un terrain, c'est pour, on doit déclarer l'usage qu'on va en faire. Parce qu'il y a des plans Alors, chez locaux nous, d'urbanisme. j'ai compris. Chez nous, c'est une chose énormément importante parce que, par exemple, si tu veux développer un grand immobilier avec des bureaux, des magasins, etc., il faut que tu aies cette affectation. Et c'est seule la politique qui peut le donner. C'est-à-dire, ça, c'était les liens entre Monsieur Benko et la politique. Parce que lui, il a développé ces merveilleux projets. Après ça, la politique a effectué cette affectation de terrain. Et c'était pour ça, il a aussi travaillé avec des magasins, etc., car la valeur des biens immobiliers a augmenté dans les comptes. C'était son style des affaires. C'était toujours une question
de la valeur des immobiliers et c'était toujours fictif. Et c'est pour ça que maintenant, c'est une grande faillite et il y avait des mandats d'arrêt en Italie. Et il y a aussi je ne sais pas s'il y a encore des mandats d'arrêt, mais il y a des investigations en Allemagne et en Suisse parce que les dégâts sont énormes, non seulement en ce qui concerne la monnaie, mais comme j'ai dit aussi en ce qui concerne les postes de travail, les millions de subventions de l'État, etc. C'est pour ça, pour nous, c'est une grande nouvelle parce que ça nous montre qu'il y a toujours je ne sais pas si on peut dire la justice, mais il faut dire que ça, c'était un vrai crime. Parce que tu veux dire que même en Autriche, on a des doutes sur l'existence de la justice. Oui, bien sûr, parce que en Autriche, c'est en Autriche plutôt qu'en Allemagne, je pense. Hein. Moi, j'observe que la justice, particulièrement s'il s'agit de la justice majeure, ça fonctionne encore mieux en Allemagne qu'en Autriche. Mais en Autriche, il y a toujours ces liens entre la politique et la justice. Et c'est pour ça qu'on était bien prudent en ce qui concerne ce monsieur Benko parce que mais c'est toujours patati et patata. On dit aussi qu'il y a des preuves dans les mains de monsieur Benko, il y a des vidéoclips parce qu'il a toujours organisé des grandes fêtes avec beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'en patati patata, il y a des preuves, des vidéopreuves qui pourraient être bien dangereux pour certains hommes ou femmes d'État, mais tu connais ces choses comme ça. Mais maintenant, on l'a arrêté et moi, je pourrais bien imaginer qu'il y aura aussi des problèmes pour Monsieur Olaf Scholz parce que c'est ce projet de Monsieur Benko à Hambourg, ce Elb Tower, c'était aussi partie de ces grandes faillites. Et ce Elb Tower, c'était un projet d'une période quand M. Scholz était maire de Hambourg. Et il était aussi intégré dans toutes ces affectations des terrains. Bon, mais écoute, on va suivre ça, on va regarder. On va regarder ça. Parlons de Davos. Parlons de Davos. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le sommet de Davos qui s'est ouvert lundi et où Donald Trump doit intervenir aujourd'hui par visioconférence. Donc, c'est une intervention assez attendue puisque on imagine qu'il va évidemment parler de guerre tarifaire, de protectionnisme, de mondialisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as vu de Davos depuis lundi? Ah bon, alors, il faut constater que le Forum économique mondial est un vrai reflet de la situation géopolitique actuelle de type occidental. C'est-à-dire, c'est arrogant, mais sans aspiration. Il manque des hommes et des femmes d'État, il manque des idées politiques lumineuses. Il manque, pour moi, c'est toujours la question la plus importante, il manque une diplomatie aux multiples facettes. Moi, j'observe par exemple, si on prend Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Olaf Scholz, Christine Lagarde, c'est tout à fait la même chose. Rien de nouveau, rien qui pourrait être une nouvelle idée, une inspiration, un chemin politique ou diplomatique. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a dit, Ursula von der Leyen? Encore une fois, mise en garde contre les guerres commerciales.
encore une fois, elle a demandé plus de rapidité, excuse-moi, Rapidité. pour les marchés des capitaux et progrès dans la transition énergétique, etc., la réduction de la bureaucratie, numérisation, Mais Ursula ne parle pas du fait qu'elle va bien suivre l'idée de McKinsey, hein, de superposer aux 27 ensemble de règles des États membres un 28e ensemble de règles propres qui pourrait placer certaines entreprises sous un régime fiscal de travail unique dans l'UE. C'est-à-dire, les grandes choses sont pas discutées parce que pour moi, c'est essentiel parce que moi, si j'étais journaliste au forum, j'ai demandé, excusez-moi, Madame von der Leyen, c'est quoi? C'est remplacer maintenant la souveraineté des États membres par McKinsey, c'est remplacer des traités par un projet de McKinsey. Excusez-moi, il faut discuter ça. Mais ça, à Davos, ça se passe pas. Si on prend par exemple Friedrich Merz, hein, il est bien prudent à ce moment-là. Aujourd'hui, on attend à midi son discours de la politique générale sur la politique étrangère. Alors, M. Merz a qualifié M. Trump de prévisible, c'est-à-dire, on sait bien que Friedrich Merz a des liens avec les États-Unis. On a déjà discuté ça avec BlackRock, avec ces liens de Atlantic Brücke, du pont atlantique. Friedrich Merz veut des importations de gaz liquéfié et il veut l'armement en provenance des États-Unis. Alors, il cherche des liens d'économie, mais comme j'ai dit, les choses importantes sont pas discutées. Par exemple, si moi j'étais journaliste au forum, j'ai demandé à M. Merz, excusez-moi, on a pour 3-4 ans abordé le clause d'urgence en ce qui concerne la souveraineté des États membres dans la matière énergétique. Et maintenant, on veut acheter du gaz liquéfié des États-Unis. Ça coûte énormément cher. Et il y a des problèmes avec l'approvisionnement d'énergie dans les pays du sud-est de l'Europe, sud-est de l'Europe. Alors, comme j'ai dit, les choses importantes ne sont pas discutées. Quelquefois, il y a des phrases intéressantes, comme par exemple chez M. Zelensky, parce que M. Zelensky, je me souviens très bien cette phrase. M. Zelensky a dit qu'il veut pas un fin de la guerre rapide, et il veut un fin de la guerre d'une manière juste, c'est-à-dire tout d'abord de manière viable, que les Ukrainiens puissent rentrer chez eux, qu'ils puissent vivre et travailler en sécurité. Moi, j'ai dit, d'accord, Monsieur Zelensky, j'ai bien compris, c'est-à-dire, c'est l'UE qui doit payer pour tout ça, hein, parce qu'il y a maintenant un pays qui est dans quelque part complètement ruiné. Il y a une partie des Ukrainiens qui vit et travaille maintenant, disons, en Pologne, en Tchèque, en Autriche, en Allemagne. Alors ça, c'était intéressant. Peut-être c'est aussi intéressant de marquer qu'il y avait jusqu'à ce moment-là, il y avait deux incidents diplomatiques. Hein, je ne sais pas si c'était aussi à discuter en France. Non, on n'en a pas beaucoup entendu parler. L'un avec Assad al-Chaibani, qui est l'actuel ministre syrien des Affaires étrangères. Il était aussi à Davos hier, je pense.
Et ce monsieur Assad al-Chaibani est toujours considéré comme un terroriste en Suisse. Alors, c'était une situation pas assez facile pour la diplomatie. Et le conseiller fédéral de la Suisse, Ignazio Cassi, lui est rencontré, mais il a souligné que les sanctions contre le gouvernement de transition ne seront certainement pas assouplies pour le moment. Alors, c'était une chose bien intéressante. On pourrait bien observer la grande géopolitique à Davos. D'autre côté, c'était aussi intéressant. Il y avait un incident diplomatique en ce qui concerne Monsieur Isaac Herzog. C'est le président d'Israël. Il y avait des nouvelles aujourd'hui le matin dans les médias que la Suisse devrait arrêter le président israélien Isaac Herzog lors de sa visite au forum de Davos et le poursuivre pénalement pour incitation au génocide dans la guerre de Gaza. Le ministre public de la Confédération a confirmé qu'il avait reçu plusieurs plaintes pénales contre M. Herzog et il les examine actuellement. Mais on sait que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre, alors contre Netanyahou et contre l'ancien ministre de la Défense, Gallant, soupçonné des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors, ceci ne concerne toutefois pas Herzog, mais apparemment, il y avait des plaintes pénales. Alors, c'était aussi un petit incident à côté. Mais il n'a pas été arrêté. Non, 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 non. Il n'a pas été arrêté, bien sûr non. Mais comme tu veux, c'est comme j'ai dit, on observe un reflet de la situation géopolitique à Davos à ce moment-là, c'est-à-dire nous observons une forme de divertissement politique dirigé par les grandes entreprises. Il faut souligner ça. The big business à Davos à ce moment-là. Et la technostructure, parce que si tu veux dire un homme comme Bill Gates, il est considéré un homme Davos, c'est-à-dire il est un Davos man, comme on dit en anglais. C'est quoi un homme Davos? Ce sont des hommes qui soutiennent cette forme d'un politique globaliste, d'une économie intégrée. Et dirigée par la technostructure. Et la technostructure joue un rôle bien important à Davos aussi aujourd'hui. À part de ça, il y a des personnes sans style, mais avec de l'argent, qui s'entourent du souffle de la grande politique. Alors, si tu lis les médias en Suisse, en Autriche, etc., il y a plus d'articles, par exemple, manger ou avec qui, combien coûte une toute petite boîte où maintenant se représentent par exemple les grandes compagnies de la technostructure, combien coûte la chambre d'hôtel, etc., etc. Alors c'est plutôt, comme j'ai dit, le grand souffle ou le souffle de la grande géopolitique, mais on peut observer, et ça pour moi est essentiel, que l'Europe est sur la pente descendante. C'est-à-dire les pays, parce que les pays émergents du BRICS envoient la deuxième, voire la troisième garniture. Tu veux dire des personnalités oui, de rang modeste par rapport aux chefs d'État européens? Bien sûr. Hein. Par exemple, si tu prends l'Iran, par exemple, hein, c'était Mohamed Javad Zarif qui est venu, qui est le vice-président iranien et qui a toujours souligné qu'il espère conclure un nouvel accord sur le nucléaire avec Donald Trump. Mais cet après-midi, Monsieur Trump va s'exprimer par vidéo, comme tu l'as dit. Et bien sûr, beaucoup le redoutent, mais comme l'a déjà souligné non seulement Edouard, mais aussi toi, plusieurs fois,
c'est plutôt les élites occidentales qui voient leur fin avec l'arrivée de Monsieur Trump, parce que Monsieur Trump est en train de éliminer les élites globalistes aux États-Unis. Alors, comme j'ai dit, et ça c'est aussi un lien intéressant avec cette affaire de Monsieur Benko, on observe maintenant oui, un changement, disons comme ça. Est-ce que tu as un peu suivi l'intervention de Javier Milei, le président argentin? Euh, il y avait des nouvelles en ce qui concerne un entretien entre Javier Milei et Zelensky, mais on a dit que c'était que quelques minutes sans résultat. Euh, tu sais, à Davos, c'est toujours difficile à dire parce que c'est pas comme chez l'ONU, par exemple, où il y a à la fin des décrets, des documents, etc. À Davos, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on voit que les gens, les hommes et les femmes d'État qui arrivent, peut-être il y a un tout petit mot pour la presse et après ça, les choses les plus importantes, ça se passe derrière les coulisses. Et ça, pour nous, c'est de la spéculation. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière les coulisses. Hein. Mais on observe bien sûr qu'il y a à ce moment-là, comme j'ai dit, à une élite arrogante mais sans inspiration. Par exemple, on a peut-être observé en France cet entretien avec Monsieur Scholz en ce qui concerne la liberté d'opinion. Je ne sais pas si c'est connu en France Non, parce on que n'a pas parlé de ça. ok. Ah non, c'était drôle parce qu'il y avait une question d'un journaliste qui a demandé qu'est-ce que vous pensez, monsieur le chancelier, de cet entretien entre Musk, Elon Musk et Alice Weidel et patati et patata. Et Scholz a répondu, alors, chez nous, à Berlin, on soutient bien la liberté d'expression, etc., sauf s'il s'agit d'extrême droite. Alors, excuse-moi, c'est idiot, hein? C'est le chancelier d'Allemagne, hein? C'est tout à fait pas ce qu'on fait dans la diplomatie, hein? Mais comme j'ai dit, et je répète encore une fois, pour moi, ça reflète très bien la situation actuelle, style type occidental. Mais tu as remarqué que la France est très peu représentée à Oui, Davos. Emmanuel Macron, qui était le chouchou de Klaus Schwab, est en France, il n'est pas à Davos, et il a envoyé des ministres, au fond subalternes, comme tu dis, troisième garniture. Et donc, en réalité, la France a un peu d'ailleurs décroché. c'est ça, exactement. Et il faut toujours demander c'est quoi la contribution de la France à ce moment-là pour un forum économique mondial. La même chose avec l'Allemagne. C'est quoi la contribution d'Allemagne pour l'avenir de l'économie mondiale, pour l'avenir de la géopolitique dans un monde multipolaire? C'est quoi? On ne parle pas de ça. C'est sûr que M. Scholz vient parce que tu sais que l'Allemagne est bien un vassal de ce genre des États-Unis, du globalisme, etc. Mais la France manque, bien sûr, mais chez lui aujourd'hui qu'il y aura un entretien entre Sébastien Lecornu et Boris Pistorius ce soir à Paris, parce que Pistorius reçoit l'ordre national de la Légion d'honneur à Paris. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. Non, comme tu peux dire, si on observe ce qui se passe à Paris entre Pistorius et Le Cornu, c'est plutôt important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une déclaration d'intention pour l'intégration de la brigade franco-allemande dans longtemps. Alors,
ça, ce sont 5 000 soldats pour le flanc est de l'OTAN, c'est-à-dire aussi pour la Lituanie. Il s'agit de ce Multinational Battle Group. J'ai écrit hier pour le courrier un tout petit article en ce qui concerne des milliards pour Rheinmetall. C'est-à-dire une entreprise d'armement allemande. Une entreprise d'armement, je sais pas écouter, allemande. Allemande, yeah. Je pense que c'est allemande. Rheinmetall. Alors, parle-nous de Rheinmetall. Aujourd'hui, je voulais bien dire, ça se trouve en Allemagne, mais les propriétaires, je crains, si ce sont des propriétaires d'Allemagne, non, je blague, non. C'est ce que je voulais dire, c'est il y a des grandes tribunes de la politique, il y a le théâtre politique, il y a une forme de divertissement politique, ce qui se passe à ce moment-là à Davos, et il y a la politique qu'il faut observer vraiment. Et pour moi, par exemple, ces milliards d'euros pour Rheinmetall, il faut observer ça. Ou les brigades pour l'Europe. Dis-nous pourquoi, parce que tu laisses planer des énigmes et sur Internet, ça ne passe pas du tout les énigmes, il faut être explicite. Dis-nous pourquoi. Parce que pour moi, ce sont des signes qui poussent les événements en Europe. Par exemple, à ce moment-là, nous sommes bien poussés non seulement par l'OTAN, mais aussi par la technostructure, dans ce cas, dans la technostructure de l'industrie d'armement. Bien sûr, c'est clair. C'est tout à fait la même chose avec la politique d'énergie. C'est-à-dire, pour moi, si j'observe ce qui se passe en Europe, il faut toujours regarder l'argent, ça va où? Il y a Davos, bien sûr, il y a aussi d'argent, mais il y a d'argent pour n'importe quoi. Mais si tu regardes ce qui se passe, où va l'argent et c'est qui dirige les États et les gouvernements. Ça, c'est important. Et pour moi, ça me fait un peu peur, hein, parce que je vois écraser de plus en plus la souveraineté des États. Hein, et c'est pas la peine d'observer le grand spectacle à Davos. Hein. Il faut observer ce qui se passe dans les États. Hein. C'est de l'argent pour quoi? C'est de l'énergie pour qui? Hein? Qui va fournir les États avec l'énergie? Qui va fournir les États avec des outils d'armement, etc. Ça, ce sont les lignes qu'il faut observer. Et les résultats, pour moi, c'est il y a un écrasement de la souveraineté des États. Et ça me fait peur, il faut dire ça, parce que il n'y a jamais un espace, comment dire, il me manque le mot en français maintenant. Il n'y a jamais, je vais réfléchir un peu, après ça je veux te dire. Pardon, j'ai perdu la phrase maintenant. Ça va revenir, ça va revenir. D'ici là, je répète. Il n'y a pas de vacuum. Pas de vide. Pas de vide. Il n'y a jamais de vide. C'est-à-dire, s'il y a plus de souveraineté des États, il n'y aura pas de vide. Il y aura quelqu'un qui va remplacer les États ou bien les pouvoirs des États. Et ça me fait peur. Hein. Ça, c'est ce que je voulais dire. Bon. La semaine prochaine, jeudi prochain, tu es à Paris. Oui. Donc, ce sera l'occasion de faire une interview en live, en présentiel, comme on dit. Oui, c'est pour prouver que j'existe vraiment. Et c'est pas des bots. Ce que j'aimerais, c'est que on profite de cette interview pour que tu fasses un focus sur le sujet McKinsey que tu as dit
sur le projet d'une espèce de droit du travail européen, du droit des Oui. sociétés européens, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le courrier. Mhm. En plus, voilà, ce sont des sujets techniques, donc les gens ont parfois du mal à se les approprier, mais grâce à ton sourire, le sujet devient beaucoup plus vivant. Et donc, ce serait bien qu'on parle du projet McKinsey en Europe la D'accord, semaine prochaine. d'accord. Je veux bien préparer. Je vais dormir beaucoup pour que mon sourire soit joli. D'accord? Je vais faire Bon, ça. ne fais pas trop de dîner, alors la semaine prochaine à Paris. C'est ça, exactement. Bon, à bientôt. Vielen Merci beaucoup. Dank. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.